dans le digital marketing, qui est le format roi, qui s'adapte avec le mobile, qui devient vertical, éphémère, carré, sans son. Et on va d'ailleurs avoir une première keynote sur ce sujet, et j'appelle sur scène 3 speakers de choix. Yvan BD, qui est influenceur et youtubeur, Thibaut Trézière de Verticali, et Pascal Pham, le président fondateur de Skyboard. Et une table ronde animée par Jérôme Bouteuil. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Ça va être difficile de passer derrière Nicolas Bouzou. Il a dit plein de choses très intelligentes. Moi, c'est plutôt mon intelligence qui est artificielle, donc je vais essayer d'assurer la transition. En tout cas, bonjour à tous les trois. On va se présenter rapidement. Thibaut, donc on disait fondateur de Verticali. Verticali, en quelques mots, en quelques chiffres. Verticali, c'est près d'1 milliard de vidéos vues mensuelles. C'est le premier réseau d'artistes des crowd culture. Verticali, c'est un projet qui porte une vision, et une vision plus particulièrement du marketing et de la culture des marques sur les réseaux sociaux. Et cette vision, c'est de dire que les marques qui seront successful sur les réseaux sociaux seront les marques qui sauront se faire une place au sein de la culture, et plus particulièrement au sein des cultures collaboratives que l'on appellera crowd culture. Et on va revenir dans quelques instants. À votre droite, Pascal Pham, bonjour, fondateur de Skyboard. En quelques mots, en quelques chiffres. Alors, moi, je suis présent sur plusieurs activités. C'est vrai, plusieurs casquettes. J'ai 4 casquettes. J'ai une casquette dans les médias publicitaires. J'ai créé un site qui s'appelle sortiraparis.com, et globalement, le groupe a 10 millions de lecteurs. Je suis passé d'investisseur aussi. J'ai créé, avec les petits sous que j'ai gagnés de la publicité, j'ai investi dans des startups. J'ai créé une joint aventure avec Air France. Je gère l'accélérateur de levée de fonds d'Air France. Et enfin, je crée un club récemment assez... c'est un peu dévié des sujets, mais ça parle un peu de smart technology. C'est une bague qui permet d'accéder à des rooftops secrets dans Paris. Voilà. D'accord, bon, on y reviendra et on aura votre expertise du secteur. Et à votre droite, Yvan BD. On présente votre famille ou pas? Oui, okay. Yvan BD, c'est ça. Alors, vous vous présentez comme un artiste, un influenceur, un youtubeur, ça va comme étiquette? Moi, je préfère comédien, mais ouais, je fais des vidéos humoristiques sur Facebook et YouTube. Très bien, on reviendra dans un instant sur votre activité. Peut-être une première question pour Thibaut. Il y a 20 ans, il y avait une phrase, je crois à l'époque du patron de TF1, qui disait que son métier, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Je crois que la phrase avait à l'époque beaucoup choqué certaines personnes. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, il est où le... Alors, une question pour Pascal. Il est où le temps de cerveau disponible aujourd'hui des consommateurs? Est-ce qu'il est encore sur la télévision? Alors clairement la réponse elle va être un peu orientée, parce que j'avais le petit déjeuner avec le patron de TF1 qui dit oui bien sûr c'est la télé qui opère aujourd'hui le maximum de temps de cerveau. Le vrai choc effectivement c'est pour être un ancien du web, il y a 15 ans le digital était la révolution, et puis on a vu arriver les réseaux sociaux. Aujourd'hui Facebook il va capturer jusqu'à 20% du temps passé chez les gens, et on parle beaucoup de révolution culturelle parce qu'on avait des médias mainstream comme la télé ou la presse où tous les matins on pouvait avoir la même source d'information, avoir vu le même dessin animé. Aujourd'hui on va parler beaucoup de sous-culture parce qu'avec l'arrivée du smartphone, c'est 2,3 milliards de créateurs de contenu potentiels. Et ceux qui vont passer après vont parler beaucoup de format, mais la véritable révolution, à notre sens, c'est comment est-ce que dans ces 2,3 milliards de personnes, alors il n'y a pas que des influenceurs aussi talentueux que Yvan, mais il y a énormément de talents qui vont aussi partager des contenus et qui parfois sont spectaculaires. C'est pour ça, par exemple, que sur les 500 premières chaînes YouTube aux États-Unis, selon le Harvard Business Review, il y a 3 marques seulement. C'est dont des gens qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo et qui sont premiers. C'est assez hallucinant. Donc, on est dans un changement culturel. Le mot culture est extrêmement important parce que ça change totalement le rapport qu'on peut avoir avec la consommation média et la publicité. Alors, en tout cas, un changement d'écran. On parle des réseaux sociaux, mais on parle évidemment surtout du mobile. Il y a toute une génération aujourd'hui qui va préférer le mobile au bon vieux téléviseur. Parce que le mobile, en fait, on est à la fois un créateur de contenu avec le mobile. On peut prendre une photo, on peut faire une vidéo, on peut même la monter à travers son smartphone et on peut la partager. Alors, il y a des gens qui le font uniquement avec leur entourage. Et les discussions qu'on a avec Verticali, qui ont réussi à fédérer plus d'une quarantaine d'influenceurs importants, c'est que souvent ils l'ont fait dans le cadre entre des amis, pour un délire entre amis, et puis d'un seul coup ça a eu une audience beaucoup plus large.
Et l'un des sujets aussi par rapport à l'intérêt, c'est on parle beaucoup de changements par rapport à la politique, par rapport à la consommation, par rapport à... Il y a une tonne de sous-culture. Et c'est l'un des éléments les plus fascinants en fait, des 5 dernières années. C'est qu'avant, on consommait les mêmes informations. Aujourd'hui, il y a des gens spécialistes dans le véganisme, qui sont activistes, des gens qui vont parler de... Il y a des tonnes de sous-cultures et des gens qui vont tous vivre dans leur propre bulle. Et là, c'est extrêmement passionnant parce que vous avez à la fois des haut-parleurs et des gens qui vont consulter ces contenus et ça donne des opportunités fantastiques pour les marques. Donc le mass média est mort, il faut au contraire multiplier des chaînes un peu verticales pour capter les attentions? Alors ça, c'est des gens qui vont le décider, mais en tout cas, il y a des expériences, il y a des résultats, je pense que Vertically va en parler après, qui sont assez fascinants. Assez fascinants parce qu'en fait, on se rend compte que l'un des éléments les plus importants dans la communication, c'est l'authenticité. C'est la manière de parler, d'interagir avec les gens. Quand il y a un discours d'authenticité, quand on véhicule un message et qui en plus résonne en chacun de soi, on a un engagement. Et l'engagement, c'est quelque chose pour une marque qui est le plus difficile à obtenir. Et vous le disiez, sur le classement des 500 plus grosses chaînes YouTube, il n'y a que 3 marques. 3 marques. J'imagine un soda autrichien. Voilà, qui vont dépenser 2 milliards pour envoyer des gens dans l'espace et sauter. C'est difficile, c'est difficile. Mais ça veut dire que les marques, elles n'y arrivent pas. Alors, en tout cas, effectivement, elles n'y arrivent pas. Et effectivement, l'illusion qu'on a en tant que publicitaire, et j'en fais partie, c'est qu'on essaye de réinventer des choses que dans le crowd, on arrive à faire. Et puis l'un des éléments en fait les plus importants, et je l'ai vécu moi en tant que publicitaire parce qu'on a vu ce mouvement-là, on s'est tous trompés dans la publicité. Moins on captait l'attention des gens, et plus on polluait les gens avec des pop-up, avec des vidéos. Et ça, c'est scandaleux parce que en fait, vous tuez vous sciez l'arbre dans lequel vous êtes assis. Donc, et c'est là tout le débat pour nous qui est le plus intéressant, plus que le format, plus que c'est comment on recrée de l'intérêt. Alors, avant de revenir justement sur les réponses de Vertically, Thibaut, vous êtes d'accord avec cette analyse? Le temps de cerveau a muté ces dernières années à une vitesse prodigieuse vers les réseaux sociaux, vers le mobile? Oui, je suis parfaitement d'accord. Il y a tout un tas d'études qui sortent au jour le jour et qui montrent que près de 80% du trafic Internet et notamment mobile dans les 4-5 prochaines années sera vidéo. Donc clairement, pour nous, c'est la vidéo qui capte l'attention. Et ces vidéos, elles sont majoritairement vues aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et vous, c'est une évolution, une révolution que vous avez vu venir depuis pas mal d'années, hein, parce qu'on rappelle qu'avant la création de Vertically, vous étiez un expert, notamment des pages dans les réseaux sociaux, hein, c'est ça, les pages de marque? Oui, on a été une des premières entreprises à être broker un peu de communauté sur les réseaux sociaux, à peu près dans les années 2001. Avec quelques chiffres, il y avait beaucoup de monde, hein, je crois, sur vos pages. Oui, on a un network à l'époque qui touchait à peu près 20 millions de personnes et qui générait à peu près 1 million de trafic par jour. Et en fin de compte, on a vu l'algorithme de Facebook évoluer. À l'époque, on a commencé en faisant de l'inscription, du CPL, tout ce qui était la performance. Ensuite, on a vu Facebook mettre au centre du flux les contenus éditoriaux. Donc à ce moment-là, on s'est mis à travailler avec les grands médias de divertissement. Et j'ai vraiment vu la vidéo arriver à peu près au milieu de l'année 2016. Ça s'explique par la data illimitée sur les forfaits, l'amélioration des caméras des smartphones, que ce soit la caméra frontale qui permet de se filmer facecam ou des caméras qui sont de l'autre côté. Et c'est ça qui a vraiment permis, je pense, la démocratisation de la vidéo. Yvan, vous êtes d'accord, hein, il y a vraiment une rupture sur les usages. La télévision, c'est plus forcément l'écran roi pour votre génération? Ah oui, bien sûr, mais moi, même mes amis qui ont 18-24 ans, on ne la regarde plus, on est à fond sur nos téléphones. C'est le premier objet qu'on a avec nous tous les jours. Donc c'est vrai qu'on consomme plus, ou alors on consomme la télé, mais que sur l'ordi. Mais sinon, on est à fond sur les téléphones. Très bien, donc en tout cas, il y a eu un véritable switch dans les usages avec effectivement un écran dont se détournent effectivement les nouvelles générations. Alors parlons justement des millennials, la génération Y, avec un Y comme Vertically. Thibaut, il y a, j'imagine, un rapport. C'est quoi votre analyse et votre réponse à ces changements dans les usages? Nous, notre analyse, c'est que toute cette génération Y, justement, née entre les années 80 et les années 2000, c'est une génération qui a grandi adolescent avec les réseaux sociaux. Et ça sera encore plus vrai pour la génération qui arrive, qui, elle, est habituée à se filmer toute la journée, à filmer ses modes de vie, ses expériences sur Snapchat avec les stories. Et donc, c'est vraiment un usage pour nous qui va se renforcer. Vous savez, quand on y réfléchit, Snapchat, c'est une caméra, avant même d'être un réseau social. C'est la première fois, quelque part, qu'on donne la priorité à l'image et en particulier à la vidéo.
Oui, exactement. Et pour revenir sur le côté smart vidéo, avec les nouvelles avancées qui vont arriver, la réalité augmentée, le live et toutes les autres formes de contenu qui vont pouvoir se développer, je pense que tout ça, ça va renforcer en fait la capacité des créateurs à rendre leurs expériences de vie, à rendre leur mode de vie plus immersif. Et c'est ce qui va permettre, je pense, d'amplifier le mouvement. Alors donc on comprenne bien l'offre de Verticalis, c'est d'identifier des influenceurs, des artistes sur ces réseaux sociaux. On pourrait appeler ça des YouTubers, mais vous privilégiez plutôt Facebook. Et ensuite, vous allez les accompagner, un peu comme un agent, je ne sais pas comment si on pouvait faire un parallèle, et vous allez les transformer en médias. Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, les marques, pour avoir un reach et une portée suffisante, elles passaient principalement par les têtes d'affiche, à savoir les stars de la télévision, les stars de la musique, les grands youtubeurs, les gros sites de divertissement. Nous, aujourd'hui, ce que l'on analyse, c'est que tout à chacun, tout le monde, une personne lambda, elle peut être caissière, il peut être vendeur, peut créer du contenu simplement. La grande différence et le changement de paradigme que l'on a observé, c'est que jusqu'à présent, pour devenir une star, il fallait avant tout passer à la télé, avant les années 2000, ou passer dans les journaux ou à la radio. Aujourd'hui, ce qu'il y a de complètement différent, c'est qu'on peut prendre son mobile de manière simple, n'importe quand, tout le temps. On peut se filmer et on peut mobiliser des foules absolument gigantesques. Et donc vous identifiez ces talents en devenir, vous les accompagnez, et après vous les transformez en support publicitaire ? Alors c'est pas totalement ça. Non, l'idée c'est qu'on analyse les talents qui émergent sur les réseaux sociaux, et notre idée c'est de pouvoir repérer ceux qui, via leur crowd culture, vont impacter notre société, vont impacter nos modes de vie et vont pouvoir demain devenir des phénomènes de société à part entière. Alors, mais comment s'articule la collaboration avec les marques ? Alors, la collaboration avec les marques, elle se fait via une plateforme que nous avons créée avec un accès unique à tous les plus gros influenceurs vidéo du marché. On compile toutes les statistiques de ces personnes, et aujourd'hui on est capable de proposer à une marque d'avoir une couverture de 80% sur, par exemple, une tranche d'audience de 18-34 ans, de par l'analyse de ces datas et les clusters d'audience que l'on peut créer et compiler. 80% de sa cible peut être atteint via votre plateforme ? Oui, complètement. On a même des influenceurs qui sont quasiment capables de le faire tout seuls aujourd'hui. D'accord, donc c'est des chiffres, justement, d'une puissance comparable à celle de la télévision, mais ce n'est pas de la télévision. Oui, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un mouvement qui va devenir gigantesque, puisque je crois que c'était l'année dernière, on considérait qu'il y avait moins de 10% des contenus sur Facebook qui étaient consommés en vidéo, et eux-mêmes prédisent près de 80% de contenus consommés en vidéo d'ici 4 ans. Donc on observe que de par déjà les 1 milliard de vidéos vues mensuelles que l'on fédère, que le phénomène va vraiment s'amplifier. Donc 1 milliard de vidéos vues mensuelles avec donc cette communauté de talents, ça fait effectivement des volumes comparables à une chaîne de télévision ? Alors je ne maîtrise pas très bien les données de la télévision, mais c'est quelque chose qui, oui, je pense, est comparable, puisque si on multiplie l'inventaire actuel par 15, dans 4 ans, ça fait près de 15 milliards de vidéos vues mensuelles. Et donc je pense que Yvan vous parlera un petit peu brièvement des statistiques qu'il peut avoir. Juste avant de donner la parole à Yvan, Pascal, on peut faire ce parallèle avec la télévision en termes de puissance ? Il y a le reach cette fois-ci ? Alors c'était pas du tout prévu, mais il y a une expérience qu'on a fait il y a quelques mois avec le média, avec Facebook, c'est que sur notre page Sortir à Paris, on a testé un palace parisien qui venait de devenir palace, justement c'était la Réserve, et on fait un live en l'espace de 1 heure, il y avait 400 000 vidéos vues. Alors les vidéos vues sur Facebook, il faut faire attention parce qu'il y a le temps de 3 secondes, etc. Mais 400 000 vidéos vues, le président de la Réserve en Suisse a téléphoné au bout d'1 heure en disant « Attendez, ils sont en train de filmer mes clients, attendez, faites quelque chose, appelez-le, etc. » On est
400 000 vidéos vues, c'est dans l'espace d'une heure, ça donne un pouvoir effectivement au peuple, aux médias ou au support, ça tout dépend de l'algorithme, ça peut changer, mais ça donne un pouvoir assez spectaculaire, donc ça crée un changement assez radical. En tout cas, c'était des volumétriques qu'on ne retrouvait jusqu'à présent qu'à la télévision. Mais oui, parce que 20% du temps consommé est sur Facebook, alors ça change, hein, a priori on peut peut-être passer un peu moins, mais 20% du content consommé sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est colossal, donc dans cette proportion-là, on arrive à des audiences de télévision. Ouais. Alors on va peut-être écouter justement un petit peu Yvan. Donc vous faites partie de ces artistes identifiés par Vertically, et donc vous avez suivi ce parcours. Vous vous êtes dit j'ai du talent, je vais le montrer au monde et je vais juste me filmer avec une petite caméra et le diffuser sur les réseaux sociaux. Ouais, au début ça a commencé comme ça. Avant j'étais basketteur de haut niveau aux États-Unis et en fait j'ai voulu me réorienter dans la comédie et je me suis dit le moyen le plus facile pour en tout cas partager son univers, c'est pour le partager en tout cas c'était mon téléphone. Donc du coup j'ai commencé comme ça, je commençais avec des stories Snapchat, Instagram, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et donc du coup j'ai posté une vidéo sur Facebook et en fait de fil en aiguille j'ai commencé à créer ma page et ça a pris tout de suite. Vous auriez pu penser à la télévision comme on fait avant vous des générations d'artistes? Ouais, c'est vrai que ça m'est moins venu à l'idée parce qu'en fait pour moi le téléphone je touchais déjà beaucoup de gens donc et la télé, on la fantasme plus trop en fait. Enfin, moi, je suis plus un grand fan de télé, donc passer à la télé, ça va être bien, mais je veux dire, en faire avec mon téléphone ou même avec une caméra et le poster sur Internet, c'est la même chose. Est-ce que les youtubeurs les plus connus sont pour vous encore des modèles ou c'est peut-être également déjà dépassé? Il faut se focaliser sur des formats verticaux, des formats mobiles? En fait, c'est pas une question de modèle, c'est une question de réadaptation de rythme de vidéo, de contenu. Comment vous les pensez justement vos vidéos? Elles sont forcément très courtes, très rythmées? En fait, ça dépend l'univers que tu veux amener sur ta page. Mais le but, c'est de, en tout cas sur mobile, on sait que c'est consommé très rapidement, déjà reste très peu sur les vidéos, donc il faut capter l'attention du spectateur directement. Donc il faut que le montage soit très rythmé, que ce soit intéressant directement, qu'il y ait un visuel de qualité. Et donc disons que c'est des réadaptations qu'on ne trouvait pas avant avec un montage beaucoup plus lent. Et là, c'est vraiment interpeller le spectateur directement. Et en quelques chiffres, aujourd'hui, combien de personnes vous suivent sur ces réseaux sociaux? Alors sur Facebook, j'en ai 400 000 et sur YouTube, j'en ai 330 000 à peu près. Et la plateforme qui a la plus forte traction, c'est plutôt Facebook. Facebook, ouais. Comment vous expliquez ça? Parce que je fais des vidéos qui sont plus axées sur les 18-35, je pense, et que les jeunes sont plus sur YouTube, je pense, les très jeunes. Et donc votre cible, elle est plus sur Facebook? Elle est plus sur Facebook, ouais. D'accord. Et sur la dimension business, parce que j'imagine que vous avez besoin d'un peu d'argent pour vivre, ça marche bien la collaboration avec Vertically? Oui, pour l'instant, c'est qu'en négociation, mais on travaille ensemble pour créer vraiment une vraie synergie ensemble et qui en fait, Vertically m'apporte beaucoup par rapport aux conseils statistiques. J'ai accès à des statistiques que moi, je n'ai pas sur ma page. Sur des vidéos. Et également, vous leur ouvrez vos propres statistiques, hein, c'est ça, qu'ils peuvent agréger sur la plateforme. C'est comme ça qu'ils sont capables de bien connaître. Oui, bien sûr, c'est ça. D'accord. Ouais, j'ai accès à des statistiques grâce à eux que je n'ai pas avant. Sur une vidéo de 4 millions de vues, j'ai su que par exemple j'avais fait 10 millions d'impressions. Je ne le savais pas grâce aux statistiques Facebook, par exemple. Vous ne regardiez pas forcément dans le détail ces statistiques? Si, je m'intéresse, mais je n'avais pas cette donnée-là, par exemple. Et sur la dimension business, donc comment vous allez travailler avec les marques? En fait, moi, j'ai envie de travailler avec les marques que j'aime et que la marque s'intègre à mon contenu plus que moi. En fait, j'ai vraiment envie que la marque ne m'impose pas son contenu et que moi, je sois le propre créateur parce que je tiens à mon public. J'ai gardé votre authenticité? Bien sûr, c'est ça. J'ai fidélisé un public là, depuis 1 an et demi maintenant qui me suit pour ce que je suis. Et si je change de contenu le jour où je fais appel à des marques, sur le long terme, ça ne va pas marcher. Thibaut, ça peut être compliqué cette problématique à la fois d'un créateur qui veut garder son authenticité, puis des marques qui veulent évidemment faire passer leur message? Pour nous, ça l'est pas. On distingue vraiment ce qu'on appelle entre guillemets les anciens influenceurs où les contenus de marque pouvaient faire penser un peu à une commande.
par opposition aux nouveaux influenceurs qui ne souhaitent travailler qu'avec les marques qui leur plaisent. Oui, c'est ça, on entend, c'est eux qui choisissent la marque, c'est presque une inversion du rapport de force. Oui, c'est totalement une inversion des rapports de force. C'est des personnes, les membres du réseau Verticali, aujourd'hui, leur première source de revenus, et c'est marrant de le dire parce qu'on est ici, c'est le théâtre. Et donc, en fin de compte, ils ne sont pas forcément dépendants de la publicité à Internet. Et du coup, ils souhaitent vraiment mettre en scène des marques qui ont des valeurs que eux partagent. Et c'est important, comme l'a dit Yvan, c'est complètement une inversion des codes. Ce n'est plus l'influenceur qui s'adapte au code de la marque, mais c'est à la marque vraiment de comprendre l'univers de l'influenceur, de comprendre ses codes et de créer un contenu selon ses codes. Et d'ailleurs, la marque a tout à gagner en fait à le faire parce que souvent elle essaye d'être producteur de contenu, on le voit avec YouTube, ça ne marche pas beaucoup. L'authenticité et l'engagement sont deux éléments clés. Pendant longtemps, on demandait aux influenceurs d'être comme tu disais, de vendre un produit. Ça ne marche pas. En plus, les spectateurs et parfois le voient. de vendre leur âme. Et en fait, en travaillant sur les crowd culture, l'exemple de Chipotle aux États-Unis est extrêmement intéressant. Ils ont travaillé sur une crowd culture qui est la malbouffe. Ils ont tout communiqué sur ça. Et du coup, ils ont pu surfer et faire grandir la marque à travers ce discours-là. Alors, c'est pas évident pour une marque comme ça de lâcher prise sur la création et de faire confiance à des talents. Non, ça l'est pas, mais ce qui fait vraiment la puissance de ces nouveaux créateurs de contenu, c'est qu'ils vont pouvoir parler à tout le monde, ils vont parler de situations du quotidien, de situations de vie que l'on a tous vécues. Et l'audience va se reconnaître et cette authenticité va payer. En fait, c'est ça, ils vont être authentiques, ils vont être crédibles et en fait, les personnes vont se reconnaître et c'est ça qui va vraiment engager, créer l'attention. Parce que les gens vont se reconnaître. Disait Yvan, hein, c'est la clé évidemment pour garder l'attention des consommateurs. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fidélise un public à force avec le temps et qui se reconnaissent le plus possible dans les vidéos en mettant son propre univers. Très bien, je vous demandais à tous les trois un hashtag de conclusion. Donc le futur, il est vertical, le futur, il est génération Y, le futur, il est verticali. Attends, je m'essaye au slogan publicitaire des années 20. Un hashtag crowd culture. Oui. Nous, la vision que je veux porter, c'est laisser parler les créateurs de contenu qui croient aux valeurs de votre marque. Merci. Pascal, un hashtag de conclusion? Alors, pour introduire mon hashtag de conclusion, pour moi qui suis un dinosaure du web, les régies à l'ancienne, c'était des sites internet. On a à droite un influenceur, il y en a beaucoup de très talentueux. À gauche, en fait, la mesure de la performance qui est vitale en fait, pour une marque à travers des sous-domaines culturels. Mon hashtag à moi, celle que j'aimerais pour que les marques retrouvent de l'engagement, c'est culture. Simplement de travailler sur le domaine de la culture. Très bien. Yvan, un hashtag de conclusion? Moi, ce serait un hashtag contenu créatif. C'est vraiment, j'incite les nouveaux talents, en tout cas, et ceux qui font des vidéos sur Facebook, à amener leur propre univers, leur propre identité et leur personnalité. C'est ça qui va les faire se démarquer des autres. Et on invite tout le monde à s'abonner à votre chaîne YouTube et votre chaîne Facebook. Merci.